Il arrive. Vous l'avez, Morgane, dans la salle 109 ? Dans la salle 109 ? Asseyez-vous, maître de bureau. Installez-vous aussi. Ouais, vous êtes menotté encore ou pas ? Alors, on va vous démenoter. Allez. Je suis monsieur Bottero, je suis vice-procureur. Donc, on va vérifier ensemble 2-3 éléments. Vous êtes assisté de maître du... Ce jeune homme a été arrêté alors qu'il conduisait un scooter sans casque, ni permis de conduire. Alcoolisé, à la vue des policiers, il a tenté de fuir. Et pour cause, il sort tout juste de prison. On était calé tranquille au jardin à la banque. Le comportement il est stupide, hein, vous vous êtes mis en danger. Et le gros problème concernant monsieur, c'est ça. C'est le casier judiciaire. Je viens de retarder, monsieur. 24 mentions. Oui, monsieur. Et une sortie de prison qui est très récente. 7 avril, on est d'accord ? Je ne veux vraiment pas y retourner, monsieur. Oui. La difficulté, c'est que je fais quoi de vous, monsieur ? Comme beaucoup de récidivistes, le prévenu joue la carte du repenti. Je vais avoir un enfant, je travaille, cette vie, monsieur, cette vie, je l'ai oubliée. Je vais avoir un enfant, je suis dans une bonne situation, monsieur le procureur. Vous allez plus jamais entendre parler de moi. Vous allez plus me revoir, monsieur le procureur. Mais là, monsieur, moi aujourd'hui, c'est un déferment, c'est-à-dire que je demande à ce que vous soyez jugé en comparution immédiate mardi et je demande le placement en prison parce que... Non, s'il vous plaît, monsieur. C'est le juge qui décidera, mais moi en tant que procureur, monsieur, je ne peux pas vous laisser dehors. Vous comprenez, 24, écoutez-moi, 24 condamnations, 24 mentions. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Vous ne jurez pas, monsieur. Moi, j'entends vos déclarations, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas d'autre solution en tant que procureur. Quand je vois la vitesse à laquelle vous recommencez, à la vitesse à laquelle vous récidivez, je n'ai pas d'autre solution que de demander votre placement en prison. C'est maintenant que vous en prenez conscience, mais il aurait peut-être fallu y penser avant. Selon le procureur, le jeune homme représente un danger pour la société. Il demande sa détention provisoire. Dans 48 heures, il sera jugé en comparution immédiate. À Nîmes, les délits routiers représentent plus de la moitié des dossiers traités au tribunal. Une fois que j'ai regardé le compteur, j'ai vu la vitesse que j'étais, j'ai mis une coup de frein, mais c'était déjà trop tard. Dans tous les cas, je pouvais pas esquiver le radar. Grand excès de vitesse, conduite sans permis ou sans assurance, les automobilistes convoqués pour la première fois repartent généralement avec une simple amende ou une suspension de permis. Quand on a un véhicule comme le vôtre, c'est qu'on aime la vitesse, mais quand on aime la vitesse, monsieur, on va sur des circuits automobiles, mais pas sur la route. Mais ici, les magistrats traitent aussi les cas les plus graves. En France, la route tue 3500 personnes chaque année. Et dans 3 cas sur 4, l'alcool s'invite au volant. Il m'a détruit, il a brisé ma vie. Tahar a perdu son fils à cause d'un homme lourdement alcoolisé. Quand il a pris le volant, comme ça, c'est volontaire. Je veux que je sois jugé comme un criminel. Nous avons suivi son procès. Aucune affaire de délinquance routière ne ressemble à une autre. Mais toutes ont un point commun, une fraction de seconde suffit à bouleverser une vie. Si vous êtes assoupi, c'est que la fatigue était là. À cause de quoi? Je ne sais pas. Vous savez pas. Juges et procureurs doivent trouver la juste peine. Comment juger ces hommes et ces femmes qui, bien souvent, ne se considèrent pas comme dangereux? Comment être sûr qu'ils ne recommenceront pas? C'est la chronique d'un drame annoncé. Ça ne pouvait qu'arriver. La seule question, c'était pas si, c'était quand. Pendant plusieurs mois, nous avons pu pénétrer l'intimité de cette justice qui nous concerne tous. À l'ombre de ces arènes, depuis le 19e siècle, le tribunal de Nîmes. Des centaines de personnes y répondent chaque semaine de leurs actes. Le jeune homme, accusé de délit de fuite alors qu'il conduisait ivre un scooter sans casque ni permis de conduire, a 48 heures pour préparer sa défense. Est-ce que pour vous, le délit routier est une infraction grave? Non, pas du tout. J'ai commis des actes plus graves que cela. J'ai volé, j'ai fait du mal à des gens, mais ce délit-là, j'ai fait du mal à personne, j'ai agressé personne. C'est juste qu'on m'a trop... J'ai bu de l'alcool et j'ai conduit un scooter et... Voilà. Quand on est pris au piège, on se dit pourquoi j'ai fait ça.
Sur le moment, quand j'avais mon scooter dans les mains, je ne me disais pas que j'allais avoir des problèmes. Pas du tout même. Pour moi, je faisais un tour du scooter et j'allais le rendre et voilà. Voilà, madame. Déjà condamné à 24 reprises, le jeune homme est un habitué des prétoires. Les multirécidivistes comme lui, la juge Christine Ruelland, 30 ans de carrière, les connaît bien. Quand ils sont en face de nous, ils disent non, je recommencerai pas. Ça fait 50 fois que vous dites la même chose, monsieur. Et vous recommencez. On vous dit ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qui nous dit que demain vous n'allez pas recommencer? Et ils ne peuvent pas. Alors c'est vrai que plus la personne est engluée dans un parcours de délinquance, plus c'est difficile. Mais on espère que la peine qu'on va prononcer va être adaptée en termes de réinsertion. On espère. Sinon si on ne croit pas en l'homme, on va faire autre chose comme métier, quoi. Au-delà de la juste peine, la juge espère provoquer chez les récidivistes une prise de conscience, un déclic pour qu'ils modifient leur comportement. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour messieurs. Pardon. Bien, messieurs, vous comparaissez aujourd'hui dans le cadre de la procédure dite de comparution immédiate et on vous reproche. La juge énumère d'abord les faits, puis elle s'intéresse au parcours de vie du prévenu pour prononcer une peine adaptée à sa personnalité. Vous avez travaillé dans votre vie? J'étais en train de travailler quand j'étais dehors. J'étais en période d'essai dans la fibre optique. Ah. C'était la première fois de ma vie que je travaillais. J'avais jamais connu le monde du travail. J'ai appris sur le tas, madame. Et je m'en sors bien manuellement, donc j'étais lancé, D'accord, donc vous vous étiez lancé dans un contrat, le travail vous plaisait bien, et puis voilà, vous vous retrouvez là aujourd'hui. Vous n'avez pas encore d'enfant? Non, pas encore, j'en attends un, madame. D'accord. Vous avez un problème de santé qui vous pourrit la vie, si j'ai bien compris. C'est l'alcool, madame. C'est l'alcool, parlez-nous de ça. C'est une honte, mais c'est un problème que j'ai, oui. Aux périodes d'incarcération, vous ont pas sevré, vous ont pas aidé à régler ce problème? C'est la prison où j'étais, non, madame. Non, Ça fait des années. Qu'est-ce que vous avez fait depuis des années pour essayer de régler, de lutter contre ce problème? Pas grand-chose pour être Pas franc avec vous, grand-chose. madame. La franchise et la repentance, le prévenu conscient qu'il risque une peine de prison ferme, choisit de faire profil bas. À la base, j'étais quelqu'un de fer et dans ma tête, j'avais besoin de personne, madame, pour faire ma vie. J'avais besoin de personne et je pouvais tout régler tout seul. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus du tout confiance en moi, madame la juge. Je me retrouve devant vous pour un délit que moi-même je sais que si j'aurais été à jeun, je me serais arrêté 10 fois devant le policier. J'ai pris la fuite, madame, parce que c'est mon inconscient qui a parlé. C'est l'alcool, encore une fois. Ça fait beaucoup d'incarcération pour moi, madame. Je ferai tout pour me faire aider, madame la juge. La question que le tribunal peut se poser, c'est est-ce que vous n'avez pas déjà dit 50 fois la même chose au tribunal? Je vous comprends, madame, mais que vous dites que c'est pas la première fois. Je suis là pour un délit, je sais qu'il est grave, madame. Je le reconnais tout à fait. J'ai pas obéi aux forces de l'ordre. Je faisais totalement n'importe quoi, madame. Vous faisiez n'importe quoi, mais pensez-vous que vous auriez pu mettre en danger la vie de personne? Est-ce que vous avez conscience de ça, que vous auriez pu mettre en danger? J'en ai conscience, madame. Vous devez sûrement vous dire que j'ai rien compris à la vie, et je le comprends tout à fait. Je suis en train de réussir ma vie, madame. Je vais avoir un enfant. Je travaille. Je suis civilisé. Là, je pense que, madame, si vous me relâchez avec un bracelet électronique ou une semi-liberté ou ce que vous désirez, madame la juge, je m'en sortirai. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Finalement, depuis ces 2 mois... Julia Saleri, procureure de la République, défend les intérêts de la société. Pour elle, la peine doit tenir compte du lourd casier du prévenu. Compte tenu 24 ans, 24 condamnations, c'est assez éloquent.
Chaque citoyen peut avoir un jour la malchance de croiser sur son passage une personne, comme monsieur, qui n'est pas apte de conduire un véhicule parce qu'il a bu et que son temps de réaction est multiplié par 4. Une telle personne au volant d'un véhicule, elle agit comme si elle avait entre ses mains une arme. Il ne le sait peut-être pas, mais en conduisant sous l'empire d'un état alcoolique, il n'est plus assuré. Ça signifie que c'est une dette qu'il laisserait à ses héritiers, à cet enfant qui va naître bientôt. Et ça, c'est un lourd héritage. On a un peu l'impression qu'on est coupable, nous, la société, finalement, d'avoir mis fin à tous ces beaux projets. Mais en réalité, c'est par son comportement qu'il la met en péril. Je vais vous requérir une peine à hauteur de 12 mois d'emprisonnement, donc 4 mois avec un sursis probatoire, avec, dans le cadre de ce sursis probatoire, une obligation de soins et de le maintenir en détention. La marge de manœuvre de l'avocate de la défense est faible. Elle va plaider la bonne volonté de son client liée à sa future vie de famille. On va délibérer, ensuite le tribunal se retire pour délibérer. Le délibéré se passe à huis clos. Une demi-heure plus tard, le jugement tombe. Bien, messieurs, le tribunal, après en avoir délibéré, rend la décision suivante. Monsieur, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne en conséquence à une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis du sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligation de faire un travail d'intérêt général. Le tribunal ne vous maintient pas en détention. Ça, c'est dans l'hypothèse où vous acceptez de faire un travail d'intérêt général. Bien sûr que j'accepte, madame la juge. Monsieur, ça veut dire que vous êtes condamné, que les faits sont suffisamment graves pour vous condamner à 12 mois d'emprisonnement. Oui, madame la juge. Est-ce que vous avez bien compris? J'ai tout à fait compris, madame la juge. Merci beaucoup, madame la juge. Je vous jure, merci de votre confiance et je vous jure que je ne trahirai pas votre confiance, madame. Merci beaucoup. Eh oui, merci, maître. Bien sûr, merci beaucoup, je te jure. Il n'y a pas de minute, là. Merci, madame la procureure. Est-ce que vous avez pris conscience que les délits routiers étaient aussi graves que les autres délits? Ouais, je vous jure que oui. J'en ai pris conscience en 5 jours de prison. J'ai eu le temps de bien réfléchir. Et ouais, j'ai bien pris conscience de tout ça. C'est une erreur. Continuez ensemble, madame. Ouais, c'est bon. Le prévenu sort libre du tribunal. La juge lui a fait confiance. Pourtant, depuis quelques jours, il est activement recherché par la justice dans le cadre d'une affaire criminelle. Il encourt 20 ans de réclusion. Dans l'attente de son procès, il reste présumé innocent. Comme lui, de nombreux délinquants de la route nient la dangerosité de leur comportement. Pourtant, chaque année, sur les routes de France, 1300 automobilistes perdent la vie à cause d'un autre. Dans 3 cas sur 4, ces conducteurs étaient alcoolisés. Vous trouviez sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal à 1,64 g par litre. À Nîmes, il se retrouve sur ces bancs. Je pensais vraiment que j'étais capable de prendre la voiture. Combien de verres vous avez bu? Je ne pourrais pas Je ne me souviens plus. C'est nul. Voyons que vous ne répondez Des pas. vies fauchées, des familles brisées. Il y a 1 an, Tahar a croisé la route d'un conducteur alcoolisé. C'est juste là. Louis il est venu. Il y avait un petit virage, c'est là. Il m'a tapé là. Comme chaque samedi, il rentre en famille du supermarché. À ses côtés, sa femme Ouria, enceinte de 6 mois. Leur fils Younes, 2 ans et demi, se trouve à l'arrière du véhicule. Il roule à 70 km/h.
Sur la voie opposée, un bouchon. Sur la sienne, une glissière de sécurité. Quand, soudainement, une voiture se déporte. J'ai arrêté, j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que je suis là? Voilà. Tahar essaye de freiner, mais il est pris au piège. Le choc frontal est très violent. Younes décède quelques minutes plus tard dans les bras de son père. Sa femme accouchera une semaine après de leur petite fille Aya, grande prématurée. Des fois, quand j'arrive sur la route, quelqu'un qui vient en face de moi, j'imagine qu'il va venir voir moi. Des fois, ça m'arrive le choc là. Le conducteur avait bu, beaucoup bu. Il avait 1,9 g d'alcool dans le sang. Qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui? J'aimerais que la justice soit faite et que ce monsieur-là soit jugé comme un assassin. Son procès s'ouvre dans quelques jours. Pour la première fois depuis l'accident, il va se retrouver face à cet automobiliste qui a brisé sa vie. Je vais récupérer un chariot chez la petite collègue. À tout de suite, je vous le ramène tout de suite. Chaque semaine, Christine Brelan juge une trentaine d'affaires. Bonjour, monsieur Godoff. À Nîmes, les magistrats sont noyés sous les dossiers en attente de jugement. Je viens chercher le dossier pour demain. Je récupère tout là. Ok. Hop, hop, hop. Voilà. À plus. Bonne soirée. Il y a de quoi faire. C'est tout le menu pour demain. Sur le bureau, le dossier de Tahar qui sera jugé demain. Je mets des post-it. Alors avec des codes couleurs, pour bien me repérer vite fait. En haut, c'est ce qui concerne les prévenus. Sur les côtés, c'est les autres éléments. L'affaire est sensible. Être juge, c'est essayer de ne jamais se laisser envahir par l'émotion. Rester neutre, même lorsqu'il s'agit de la mort d'un enfant. Dans des dossiers pareils, comment le gérer? Le gérer en étant au maximum sereine pour présenter les éléments, pour interroger, pour apaiser si besoin, pour formuler les questions de la façon la plus délicate possible, mais la plus précise possible, sans avoir peur non plus du fond des questions, même celles qui vont faire mal. Existe-t-il une peine à la hauteur des faits? Toujours. Le procureur Éric Morel portera l'accusation. Il a la réputation d'être sévère. Il ne tolère aucun traitement de faveur vis-à-vis des auteurs d'infractions routières. C'est un drame absolument épouvantable. Et finalement, la justice va passer parce qu'il faut qu'elle passe. Quel est véritablement le sens de ce qu'on va faire demain, si ce n'est de rappeler la loi? En clair, il faut que justice passe pour éviter qu'il y ait de la vengeance privée. C'est quasiment la principale utilité dans ce type de dossier. C'est un dossier qui est extraordinairement douloureux. Demain, il va y avoir de l'émotion dans la salle d'audience. Un an s'est écoulé depuis l'accident de Tahar. Aujourd'hui, il attend des réponses et une condamnation à la hauteur de sa peine. C'est un jour important pour vous et pour votre famille, ce procès. J'aimerais bien que J'aimerais bien que... Tahar espère que les magistrats trouveront les mots qui lui manquent pour soulager sa douleur.
Comment va-t-il supporter ceux de l'homme qui a fauché la vie de son fils? Bonjour à toutes et à tous. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Dans le box des accusés, un homme de 40 ans, lui aussi père de famille. Il semble abattu. Placé en détention provisoire depuis plus d'1 an, il encourt une peine de 7 ans de prison. Vous pouvez vous asseoir devant, monsieur. Sur le banc des parties civiles, Tahar est seul. Sa femme est restée auprès de leur fille Aya, toujours souffrante des suites de l'accident. Ce samedi matin-là, à cette heure-là, 12h30, il pleut. Il est donc au volant de son véhicule et tout à coup, il voit arriver en face de lui, sur sa voie de circulation et donc en sens inverse, une Audi A noire avec une seule personne à bord, le chauffeur, qui doublait à contresens la file des voitures. Il n'a alors aucun échappatoire. D'un côté, le rail de sécurité, de l'autre côté, la file de voitures qui roule en sens inverse. Tahar explique. Il a accéléré et a tenté de se faufiler pour se rabattre, mais il n'a pas pu et est venu percuter mon véhicule dans sa moitié côté conducteur. En ce qui concerne mon véhicule, j'ai freiné, mais ça n'a pas servi. Tout s'est passé très vite. J'ai enlevé ma ceinture, j'ai ouvert la portière côté conducteur arrière, où se trouvait mon petit Younes, et j'ai vu ses lèvres violettes. J'ai dit à une dame de contacter les secours car je n'arrivais pas à parler. Mon fils Younes respirait difficilement. En le voyant, j'ai compris que c'était grave. Je me souviens qu'à un moment donné, le conducteur du véhicule, qui avait une égratignure au visage, qui nous a percutés, est venu me voir et m'a dit « Désolé ». Il s'est alors assis près de son véhicule et a tenu sa tête entre ses mains. Les pompiers sont arrivés, le SAMU aussi arrive, et le SAMU constatera sur place le décès de l'enfant. Il est alors 14h15. Mon épouse... Sa femme accouche 9 jours plus tard d'une petite Aya, dont le pronostic vital sera engagé pendant plus de 6 mois. Le choc psychologique pour cette maman est tel que le médecin légiste indiquera 5 mois plus tard que son état psychiatrique n'est toujours pas consolidé. Voilà donc pour les victimes. Mais quid de vous, monsieur? Quid de vous, chauffeur de l'Audi A5? Vous êtes frigoriste de profession. C'est ça. Vous êtes employé sous CDI, contrat à durée indéterminée, depuis 2016, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous gagnez 2400 € par mois, c'est ça, à peu près? C'est ça. D'accord. Des amis, un travail, une famille, le prévenu menait une vie presque banale. Comment ça se passe avec votre petite fille, vos relations en détention? Comment ça se passe? C'est dur pour elle, mais c'est de ma faute. Elle ne sait pas se prendre dans les bras. Malgré 3 suspensions de permis pour conduite en état d'ivresse, il n'avait jamais causé d'accident jusqu'à ce triste jour. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'allez-vous dire? Vous êtes lourdement alcoolisé. Vous avez près de 2 grammes d'alcool dans le sang. Vous expliquez que pour vous, l'alcool, c'est un refuge pour vous, que vous buviez lorsque vous étiez sous tension, et vous précisez, quand je commence à boire, je n'arrive plus à m'arrêter. La veille de l'accident, le prévenu était parti pêcher avec des amis. Toute la soirée et une partie de la nuit, ils ont bu de l'alcool. Oui, vous en avez consommé combien? Beaucoup trop. Beaucoup? Beaucoup trop. Et vous n'arrivez pas à savoir, à nous dire? Non. Non? Une mémoire sélective. Bien souvent, les conducteurs alcoolisés ne se rappellent plus des heures précédant l'accident. Alors, vous nous dites que vous vous êtes arrêté de boire dans votre souvenir à peu près 2h, 3h du matin? C'est ça.
C'est ça? Comment vous expliquez, si c'est ça, qu'à 14h le lendemain, votre taux d'alcool est à 1,84 dans le sang et à 14h05, 1,90, donc près de 2 grammes dans le sang, et qu'à 20h30, vous en êtes encore à 1,12 g dans le sang? Comment ça se fait qu'après tant d'heures passées sans avoir bu, vous avez encore ce degré important d'alcool dans le sang? Je ne peux pas l'expliquer, j'ai donné ce dont je me rappelais. Donc ça voudrait dire peut-être que vous avez continué à boire plus tard, ou vous avez recommencé à boire au petit matin. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Si la juge insiste, c'est parce que tout l'enjeu du procès est là. Dans quelle mesure le prévenu, conscient d'avoir trop bu, est-il responsable de l'accident? Comment, enfin, c'est pas trop d'expérience, mais comment ne pas se rendre compte qu'on n'est pas bien quand on a, encore une fois, une telle dose d'alcool dans le sang? Je sais pas. Alors vous prenez le volant, rien ne vous interpelle, et vous vous retrouvez dans la voie inverse, dans la voie opposée, à contresens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis assoupi. Je me rappelle être en train de suivre mon ami et d'un coup m'extraire de la voiture. Je me suis endormi au volant et il s'est passé ce drame. Dites-moi pourquoi vous êtes assoupi finalement avec le recul? À cause de quoi? Oui, à cause de mon état et le cumul de fatigue. Votre état. De votre état, il manque un mot? De votre fatigue et de votre état? D'ivresse. Un état d'ivresse. Oui, alcoolisé ou alcoolique. Monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez exprimer? Qu'est-ce que vous souhaitez exprimer au tribunal, aux parties ici présentes et aux personnes ici présentes, monsieur? Je suis conscient d'avoir commis l'irréparable et c'est eux qui payent le prix de mes erreurs. J'aurais aimé réparer mes erreurs. Aujourd'hui, je ne peux pas. Je regrette et je demande pardon. Je m'en veux d'avoir détruit la vie de votre enfant et d'avoir amené toutes ces complications autour. Chagrin, enfin peut-être la haine. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus haï que amené à me pardonner. Mais je vous demande pardon. Je regrette sincèrement ce qui s'est passé. Dans de telles circonstances, existe-t-il des mots pour exprimer ces regrets? Les victimes peuvent-elles entendre ce message? Est-ce que vous souhaitez vous exprimer, monsieur? C'est comme vous le sentez. Ce monsieur m'a détruit, il a brisé ma vie. Et je ne sais pas comment je vais continuer, moi. Ma petite fille Aya, il a encore des problèmes, il va être opéré bientôt. Je ne dors pas la nuit, il y a toujours l'image de mon fils devant moi, il y a toujours la... Et votre épouse, comment elle va aujourd'hui? C'est pire que moi. Moi, ça va, mais elle est vraiment fragile. Fragile. Elle est très fragile. Ouais. Vous attendiez ce jour du procès? Je veux que ce monsieur soit jugé. Parce que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Il n'aurait pas à prendre le volant dans un état alcoolique comme ça. Parce que vraiment, il a détruit la maman, le père et toute ma famille. Je vois qu'il regrette, mais ça change. Moi, ça change rien pour moi. Parce que je veux que ce soit jugé comme un criminel. C'est pas comme un homicide involontaire. Parce qu'il est...
Quand il a pris le volant, comme ça, cet état, c'est volontaire. Parce que pour moi, c'est un criminel. Il faut que ça s'arrête. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Pour s'assurer qu'il ne recommencera plus, quelle peine va requérir le procureur? Comment Tahar va-t-il réagir au jugement? Merci, Madame la Présidente. Les auteurs de délits routiers font rarement leur premier pas au tribunal dans un procès en correctionnel. Ils ont souvent commencé par de petites infractions. Défaut de permis, d'assurance ou grand excès de vitesse, au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Au tribunal de police, les automobilistes défilent. Cet homme roulait à 145 km/h sur une départementale limitée à 80. Pourquoi rouliez-vous à cette vitesse? Alors monsieur, un camping-car ne roule pas à 137 km/h, on est bien d'accord? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un véritable danger roulant à cette vitesse? J'ai 56 ans, mon permis depuis 83, c'est la première fois que je me retrouve ici, donc c'est malheureux. Toutes les personnes qui commettent des excès de grande vitesse ont le même discours que le vôtre. Je roule bien, je n'ai jamais eu d'accident, cela s'est bien passé. Vous savez que les routes départementales sont celles qui sont les plus meurtrières. Et c'est souvent l'occasion de véhicules qui doublent de manière inconsidérée, pensant que forcément ils iront plus vite que les autres. Et ce sont des chocs frontaux qui sont dramatiques. Je vais donner la parole à monsieur le procureur pour ses réquisitions. Ici, pas de peine de prison, mais de lourdes amendes. Je crois que c'est la tentation de voir jusqu'où je peux aller, de voir si quelle sensation ça procure de rouler vite. Je vais vous demander de prononcer une peine de 1 000 € d'amende, une peine de suspension judiciaire du permis de conduire pendant 12 mois, en espérant que plus jamais monsieur ne s'adonne à ce genre de jeu dangereux. Dossier suivant, s'il vous plaît. Face à une justice qui se veut sévère, la plupart des automobilistes se retrouvent seuls, sans avocat, pour assurer leur défense. Et certains avancent des arguments surprenants. Vous êtes à plus de 60 km/h de dépassement, monsieur. J'ai même pas accéléré, beaucoup même, au final. Une fois que j'ai regardé le compteur, j'ai vu à la vitesse que j'étais, j'ai mis un coup de frein, mais c'était déjà trop tard. Dans tous les cas, je ne pouvais pas esquiver le radar. Je n'ai aucune excuse pour cet acte-là. Quand on a un véhicule comme le vôtre, c'est qu'on aime la vitesse. Mais quand on aime la vitesse, monsieur, on va sur des circuits automobiles, pas sur la route. Chaque dossier est traité en une dizaine de minutes. Rien d'autre. Donc le délibéré sera rendu après la suspension d'audience. Pour lui, ce sera 1 000 € d'amende, 1 an de suspension de permis et un stage de sensibilisation. Dossier de monsieur Patrice. C'est au tour de Patrice, entrepreneur dans le bâtiment, d'être appelé à la barre. Il a été fléché à 138 km/h au lieu de 80. Vous étiez en train de doubler un tracteur, une voiture et un camion. C'est ça. Donc les trois à la fois. Les trois à la fois, c'est pour ça que j'ai accéléré. Il risque de perdre son permis de conduire. Parce que vous avez peur de rien, là. Vous avez une voiture puissante. Oui. Donc c'est que vous aimez la vitesse. J'aime surtout la reprise de la voiture. Pas forcément la vitesse, mais justement le fait de pouvoir doubler, d'avoir de la reprise pour doubler. Sa principale défense, son permis est indispensable à la pratique de son métier. Vous avez déjà assisté à des accidents de la route? Non. Vous avez déjà eu des membres de votre famille victimes d'accidents de la route? Non plus. Patrice repart quand même avec 9 mois de suspension de permis et 1 200 € d'amende. De quoi lever le pied, a priori. Je trouve ça cher payé. Oui. Le fait de me retirer le permis, je vais peut-être perdre mon emploi. Du coup, vous allez faire comment? Je vais peut-être prendre ma voiture. Il faut bien que je gagne ma vie. Comment je fais sinon? Dites-moi. Mais c'est un risque quand même. Je sais que c'est un risque, je sais. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas du tout. Si Patrice est à nouveau arrêté au volant de son véhicule, il sera jugé en plaidé coupable. Une procédure réservée aux récidivistes, mais aussi à ceux qui ont commis une infraction
avec un facteur aggravant comme la consommation d'alcool ou de drogue. Du coup, on a pas de pièces à produire à son avocat, donc il souhaite... Il veut un renvoi. Du coup, on sera mobile alors. Bonjour. Allez, n'ayez pas peur. Convoqués devant le procureur Antoine Wolf, tous reconnaissent leur culpabilité. En échange, ils bénéficient d'une peine plus clémente et ont la possibilité de négocier. On vous reproche d'avoir conduit un véhicule alors qu'il résultait d'une analyse salivaire que vous avez fait usage de cannabis et que vous rouliez à une vitesse retenue de 199 km/h. Ça, c'est une contravention de la 5e classe. Alors, expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé, là. J'ai roulé vite et j'aurais pas dû, j'ai pris des risques, j'aurais pu causer un accident, quelque chose. Et voilà, j'ai perdu le permis pendant plus de 6 mois. Je suis allé au boulot à pied, en vélo. Ça m'a bien fait galérer, on va dire. Et vous étiez consommateur depuis combien de temps? Alors j'avais arrêté et malheureusement la veille ou l'avant-veille, je sais plus, j'avais tiré quelques barres et ça m'a servi de leçon. Il risque une peine de prison jusqu'à 30 000 € d'amende et la confiscation de son véhicule. Sa ligne de défense est toute tracée. C'est un véhicule Seat Leon SC, donc c'est un modèle sport, c'est ça? C'est 3 portes, oui, Seat Leon 3 portes. C'est un modèle sport. Bon, la carte grise montre que vous êtes titulaire de ce véhicule, vous êtes le propriétaire du véhicule, avec Rosemary, qui est votre grand-mère, née en 1936. Voilà, j'imagine que votre grand-mère, elle n'utilise pas ce véhicule tous les jours. C'est le véhicule de ma grand-mère. Ah, monsieur, s'il vous plaît, j'ai quand même l'habitude de ce genre de situation. Je sais très bien pourquoi vous me dites que c'est votre grand-mère. C'est parce que vous ne voulez pas que le véhicule soit confisqué. Ayez l'honnêteté au moins de le reconnaître. Mais moi, ce que je vous propose comme peine, c'est à titre principal la confiscation du véhicule, puisqu'elle est encourue à double titre, et que monsieur, soyons clairs, si vous achetez un modèle sport pour conduire à 200 km/h, c'est hors de question que je vous la rende. Mais pour garder les clés de son précieux bolide, le jeune homme semble prêt à tout. Éventuellement, serait-il envisageable de restituer le véhicule, de lui mettre éventuellement une peine de prison avec sursis, ce qui serait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, que c'est une main tendue et qu'on arrête tout. Vous êtes, monsieur, bien conscient que vous préférez finalement mettre en jeu votre liberté plutôt que votre voiture? Oui, parce que je sais qu'il n'y aura pas de deuxième fois et ça n'arrivera plus. Monsieur, les prisons sont remplies de gens qui pensaient que le sursis ne tomberait pas. J'en suis totalement conscient, monsieur. Et vous êtes au courant que si on vous rend ce véhicule, vous devez payer tous les frais de gardiennage qui sont engagés depuis 1 an? Oui. Écoutez, à ce moment-là, moi, ce que je propose comme peine, d'accord, on enlève la confiscation du véhicule à titre principal. Et vous avez au-dessus de la tête 6 mois d'emprisonnement. Et vous aurez donc les frais de gardiennage. Tant que vous ne les réglez pas, vous ne pouvez pas récupérer le véhicule. D'accord. Allez, merci maître. Au revoir monsieur. L'homme pourra donc récupérer son véhicule. Mais entre l'amende, les frais de gardiennage et le stage de conduite, l'infraction lui coûtera plus de 5 000 €. On peut marchander comme ça? On peut négocier, marchander. Le but, c'est qu'une décision de justice qui est acceptée, elle sera mieux exécutée. Donc après, voilà, je suis assez surpris, comme je l'ai dit, qu'on préfère finalement garder un véhicule, mais avoir le risque d'aller un jour en prison. Parce que le risque de réitération des faits, il est à mon sens élevé. Quelqu'un qui conduit vite, généralement, il recommence. Mais en même temps, il a cumulé des infractions graves. Donc il est bien normal qu'il y ait une sanction à la clé pour qu'il comprenne les interdits posés par la loi. Si le procureur a accepté la proposition du jeune homme, c'est parce qu'il n'a causé de tort à personne. Au sous-sol, Philippe, lui, a provoqué un drame. Il y a quelques mois, après un déjeuner, il prend le volant pour accompagner ses amis. L'accident est violent. Son meilleur ami meurt sur le coup. L'autre passagère tombe dans le coma. Normalement, vous passez devant le procureur. Et après, normalement, vous passez devant le juge d'instruction. Le juge. Si je rentre... Bon. Vous verrez comment ça va se passer. C'est la première fois qu'il comparaît pour un délit routier. J'avais un peu d'alcool et des stupes.
J'avais fini de manger à 2h30 de l'après-midi, l'accident m'est arrivé à 5h30. Je pensais que c'était passé. Moi, j'allais faire un rail de coke avant de partir. Je me suis dit, oh, c'est bon, je vais transformer tout ça. Mais c'est un accident. Mais ouais, j'ai fait une connerie, il va falloir que je la paye. Il est là. Je suis monsieur Rossi, le procureur de la République. Vous êtes devant moi suite à votre garde à vue qui a été prise par les gendarmes. Alors, j'ai décidé d'ouvrir une information judiciaire, c'est-à-dire de confier le reste de la procédure à un juge d'instruction. Vous allez voir un juge qui va, en principe, vous mettre en examen pour des faits d'homicide involontaire et de blessures involontaires aggravées, le fait que vous soyez sous l'emprise de l'alcool et sous l'emprise de stupéfiants. L'enquête pourrait durer plus d'1 an. J'ai décidé aussi, au vu des faits et au vu de la personnalité, de demander votre placement en détention provisoire, c'est-à-dire de vous faire incarcérer. La décision ne m'appartient pas, ça sera un juge qui s'appelle le juge des libertés de la détention qui vous placera ou ne vous placera pas en détention provisoire. Dans quelques heures, Philippe saura donc s'il attendra son procès libre ou derrière les barreaux. Il y a quelques semaines, Philippe a causé un drame sur cette route. Je suis parti sur Alès avec mon copain, ma copine. On devait retrouver des amis qui arrivaient de saison, ils arrivent de saison de ski. On devait aller se retrouver pour aller faire un repas. Soudainement, Philippe perd le contrôle de son véhicule et sort de la route. J'arrivais de derrière, là. J'ai pris le petit talus qu'elle a. Ça m'a projeté au milieu de la route. La voiture s'est mise en travers, au milieu de la route. Et il y a le camion qui est arrivé juste en face, qui nous a rentré dedans. Le choc est tel que le passager meurt sur le coup. La passagère, assise à l'arrière, tombe dans le coma. Philippe, lui, perd connaissance. Il s'en sort miraculeusement avec la main cassée, 4 fractures du bassin et des séquelles d'un autre genre. Et là, c'est le trou noir. Ouais. Après, je ne me rappelle plus de rien. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aucun souvenir. Ni de l'accident, ni du lendemain de l'accident. Aucun souvenir. À leur arrivée, les gendarmes pratiquent une analyse de sang sur Philippe. Résultat, 0,6 g d'alcool juste au-dessus du seuil légal et positif aux stupéfiants. On n'a pas plus bu que ça, qu'on avait bu quoi. On a bu un Ricard avant de manger, une bouteille de blanc à 2. Et voilà, c'est tout quoi. Vous sentiez que vous pouviez prendre la voiture? Ouais, j'étais pas spécialement sourd. Ouais, je me sentais capable de conduire. Tous les jours, j'y pense. Matin, midi, soir, quand je me couche, quand je me réveille, tout le temps. C'est une descente des enfers. Quand tu penses ça, c'est l'horreur. L'horreur. J'aurais préféré partir à leur place parce que c'est trop dur ce qui est arrivé. Mais je regrette, mais bon, c'est trop tard. Vous regrettez quoi? D'avoir pris le volant en ayant bu et consommé des stupes. Son procès devrait se tenir dans 1 an, le temps pour le juge d'instruction de mener son enquête. Mais pour Philippe, c'est déjà une journée très importante. Il s'apprête à savoir s'il attendra son procès libre ou derrière les barreaux. Son avocat, Maître Parra, a plaidé l'erreur humaine. Il disposait d'un argument convaincant. Au moment des faits, Philippe avait ses 12 points sur son permis de conduire. Le jugement est tombé. Il reste libre jusqu'au procès. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, c'est pas une victoire. C'est juste les textes qui ont été appliqués. C'est-à-dire que en France, on ne met pas quelqu'un en prison tant qu'il n'a pas été jugé.
Placé en liberté conditionnelle, Philippe a l'interdiction de conduire, d'aller dans les restaurants et les bars, ainsi que de rentrer en contact avec la victime. Il encourt 10 ans de prison. Vous trouvez que les délits routiers, c'est un délit comme les autres? Mais non, c'est pas un délit comme un autre, puisque lorsque vous parlez de vol, lorsque vous parlez de viol, lorsque vous parlez de meurtre, on parle de quelqu'un qui va commettre un délit ou un crime, parce qu'à un moment, il a décidé de s'affranchir de toutes les règles morales et de dire « c'est pas grave, je vais voler, je vais violer, je vais tuer ». Le délit routier, 95% des personnes qui commettent des délits routiers ne s'imaginaient pas 5 secondes avant, 1 minute avant, la veille, qu'elles allaient devenir un délinquant ou une délinquante. C'est ça la particularité des délits routiers. Ils peuvent être subis par n'importe quelle personne qui est usager de la route. N'importe quelle personne, comme Tahar, le père de famille qui a perdu son fils Younes, 2 ans et demi. N'importe qui pourrait se trouver à sa place sur ce banc. Maître Bourgeon, son avocate, tente de traduire sa douleur. C'est le dossier de l'horreur. L'horreur parce que ce jour-là, la vie a basculé de manière définitive. Ce qui est important, c'est ça. C'est que monsieur, un jour, retrouvera sa vie. Younes, c'est terminé. Comment arriver à faire ressentir ou à ressentir soi-même véritablement ce que peut représenter la mort d'un enfant? Comment arriver à faire représenter également l'horreur qu'ils vivent depuis des mois et qui n'a pas fini de vivre? Même la langue française, vous l'aurez remarqué, n'a pas de mots. Quand on perd son père, on est orphelin. Il y a un mot en langue française. Et quand on perd son enfant, il n'y a même pas de mot dans la langue française pour décrire l'horreur que représente cette situation. J'entends bien que quelqu'un est en détention, mais de l'autre côté de la barre, lui, cette détention, elle est à vie. Et en plus, il la vit de manière dramatique parce qu'il n'a rien demandé. J'ai demandé 30 000 € de provision pour chacun des parents. Ces 60 000 € devraient leur permettre de rembourser une partie des frais occasionnés par l'accident. Cela se fait habituellement. Voilà mes observations dans les intérêts de cette famille brisée, madame. La première est double. Reste à fixer la peine à laquelle le prévenu sera condamné. Le procureur, Éric Morel, va requérir une sanction lourde. Mais avant, il tient à s'adresser à lui. Pouvez-vous nous décrire, autant que vous vous en souveniez, votre consommation d'alcool, comment ça s'est passé? C'est pas une partie de pêche, monsieur. 3 litres d'alcool par personne, c'est pas une partie de pêche. Vous êtes parti pour boire. Non, on est parti avec l'idée de pêcher. J'ai du mal à appeler ça une partie de pêche. Est-ce que vous pouvez comprendre au moins ma position? Oui, je la comprends. Madame, monsieur du tribunal, je vais me rapprocher pour qu'il m'écoute un peu mieux. Voilà. Vous voyez, je viens vers vous, comme ça on est dans une relation d'humanité un peu plus forte. L'erreur, c'est une fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça s'appelle des fautes. La première fois, on se trompe. La première fois, on a bu un peu trop, on a pris sa voiture. C'est une erreur. Là, on est dans l'habitude. Habitude d'ailleurs qui est soulignée dans le dossier, Madame la Présidente, puisqu'il ressort parfaitement du dossier que cette alcoolisation, cet alcoolisme, il est pérenne depuis toujours. Alors, il a beau jeu aujourd'hui de vous dire, après 13 mois de détention, maintenant je veux me soigner. Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Parce que j'ai pas réussi à me convaincre, j'ai pas réussi à m'avouer mes torts. Ça sert à quoi de passer devant un tribunal correctionnel? Vous êtes la négation totale des décisions de justice, de l'utilité même d'un procès. Ça sert à quoi? C'est pas accidentel. C'est la chronique d'un drame annoncé. Ça ne pouvait qu'arriver. La seule question, c'était pas si, c'était quand. Quelle est la peine juste? Puis j'aimerais me tourner vers monsieur et sa famille. Vous ne sortirez pas satisfait de ce procès. C'est impossible. Vous l'avez dit, monsieur, pour vous, c'est un criminel. Pour vous. Ça, c'est de la morale. Voilà. Pour la loi, il ne l'est pas. C'est un délinquant. Et ici, c'est la loi qui s'applique. Voilà. Donc, il sera jugé comme un délinquant. Donc, quelle que soit la décision qui sera rendue, j'ai bien compris, je vous ai écouté. Vous ne serez pas satisfait par le jugement, même s'il est très sévère. C'est ainsi. Ne vous laissez pas emporter par la colère, par la rancœur, par un esprit de vengeance, parce que ça va vous détruire. Ça vous détruira, vous et votre famille.
j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à votre tribunal une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an assorti d'un sursis probatoire avec obligation de soins par un maintien en détention. Vous constaterez l'annulation de son permis de conduire pour la durée maximale prévue par la loi. Madame, Monsieur du tribunal, je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Merci. L'avocate de la défense, maître Virmounex, va tenter d'humaniser son client. Elle espère prouver que si n'importe qui pourrait être à la place de Tahar, n'importe qui pourrait aussi se trouver à la sienne. La première chose qu'il m'a dite, c'est « je suis indéfendable et je ne me le pardonnerai jamais ». Et la peine que vous allez prononcer, de toute façon, elle ne sera jamais aussi forte que la peine qu'il s'auto-inflige depuis 1 an. Parce que depuis 1 an, sa culpabilité, il en a pris conscience. Et monsieur, ce n'est pas quelqu'un d'une particulière dangerosité. Ça l'a peut-être été à un moment T, un 21 septembre, à 12h35. Dès le début de son incarcération, il a pris les choses en main. Il a commencé son traitement. Sa peine ferme, ça fait déjà 13 mois qu'il est en détention et il y a beaucoup de personnes, s'il a purgé sa peine, il y a beaucoup de personnes qui, pour des mêmes types de délits, ne rentrent jamais en détention. Lui, il l'a purgé, il n'a jamais fait de demande de mise en liberté. Il vous a expliqué pourquoi. Par respect pour les familles, par respect pour la famille. Il faut l'accompagner dans son retour à la vie normale, à la vie à l'extérieur. Vous avez quelqu'un qui, depuis les faits, vous indique qu'il regrette, a un comportement exemplaire dans sa volonté de guérir de cette maladie. Le prévenu est le dernier à prendre la parole. Monsieur, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Monsieur, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Depuis le début de l'audience, il cherche le regard du père de Younes. En vain. Encore, je le répète, je suis conscient d'avoir commis l'irréparable, d'avoir créé ce drame, de les avoir mis dans cette situation. Je demande pardon. Bien. L'audience est suspendue, le tribunal se retire pour délibérer. Tahar a attendu 1 an que le tribunal juge l'accident qui a brisé sa vie. 1 an d'horreur, résumé en 3 heures. Comment vous l'avez vécu, vous, ce procès? Pénible, c'est pas facile. Hein. Mais vous pensez que c'est un mal nécessaire? Ça vous a fait du bien de pouvoir aussi un peu vous exprimer, parce que c'est rare de vous voir pleurer ou exprimer des choses. J'ai fait un effort là, mais là, franchement, là, là, vous êtes vidé. Ils m'ont fait revivre tout, franchement, là, c'est... Oui, c'était le comble de l'horreur. Ouais. Une demi-heure plus tard, les juges sont de retour. L'audience reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, d'homicide involontaire et de blessures involontaires aggravées par l'alcool. En conséquence, le tribunal vous condamne à une peine de 5 années d'emprisonnement, dont 1 an assorti du sursis probatoire pendant 2 ans, en vous maintenant en détention. 5 ans de prison, une peine qui laisse un goût amer à Tahar. Vous n'avez pas reçu ces excuses? Ça change rien pour moi, ces excuses. L'homme a les fait déjà et j'espère que ça ne se reproduise pas. Maintenant, vous pensez que vous allez pouvoir vous reconstruire? Oui, à partir de ce jugement, on va essayer de s'occuper d'Aya et d'essayer d'avancer un peu. Donc il faut vraiment faire quelque chose pour vous aussi, quoi. Vous et... Voilà.
Il n'y a pas que votre épouse qui est mal, vous aussi, quoi. Psychologiquement, ça serait Bien sûr, bien sûr. Allez, bon courage. Avec plaisir. En France, près de 5000 personnes sont actuellement en prison pour un délit routier.